Bonjour. Nous avons parlé la semaine dernière de la route des Indes et nous avons parlé d'un célèbre corsaire en la personne de Monsieur Surcouf. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une manière générale des armateurs. Il faut savoir que la France a toujours commercé par voie de terre, surtout au Moyen Âge, avec la célèbre route de la soie. Les très importantes foires de Champagne, de Troyes, de Reims, de Châlons étaient importantes puisqu'elles regroupaient en un lieu à peu près central en Europe les marchands qui venaient à la fois de Hollande, d'Angleterre, mais qui venaient aussi d'Allemagne, qui venaient de Gênes et même de contrées beaucoup plus éloignées comme l'Orient. Mais le développement de ce commerce est surtout lié à la mer. Comment échanger, comment troquer, vendre, acheter avec les pays lointains. Le bateau reste le moyen de transport le plus adapté, soit en longeant les côtes pour faire du commerce avec l'Angleterre, la Hollande, l'Espagne, le Portugal, voire l'Italie, la Méditerranée, soit en s'aventurant sur les océans au risque d'y perdre votre navire, votre équipage, votre marchandise, voire votre vie. Il ne faut pas oublier que nous sommes au XVIIe siècle. Si je suis armateur, je dispose de navires plus ou moins importants. En temps de paix, je vis confortablement de ce que je vends en France et de ce que j'achète à l'étranger. En France, je vais acheter des draps de coton fin, je vais acheter la dentelle de Calais, je vais acheter les vins de Bordeaux, de la Loire, de Beaune et les fameux vins de Champagne. Les soies tissées de Lyon, du blé, de l'huile d'olive, des armes, mais aussi des hommes noirs pour donner une main-d'œuvre à nos colonies. Si vous voulez, je ne parlerai pas de ce sujet. Avec des navires faciles à manœuvrer, des équipages de 25 à 40 marins, je traverse les océans pour aller en Nouvelle-France. 2 mois de navigation, 2 mois et demi au maximum, avec une pause aux Açores. Pour aller aux Caraïbes, il faut envisager 3 mois de mer, avec une pause aux îles Canaries pour aller en Île-de-France, en Île-Maurice, Madagascar, La Réunion. Là, il va falloir envisager 6 mois de mer. Pour aller aux Indes, il va falloir pratiquement 10 mois. Pour aller en Chine, 2 ans, avec toutes les escales, les tempêtes et les mauvaises rencontres. Aller et retour, c'est un voyage qui va durer 4 ans pour revenir en France. Avec ces pays, je vais vendre et acheter. En Chine, je vais acheter la célèbre porcelaine très prisée en France. Pour éviter de la casser, je la protège dans des feuilles de thé et j'en fais des ballots. Je vais transporter du riz. En Inde, je vais trouver les épices, telles que le poivre, la cannelle, le curry, les clous de girofle. La Réunion et Madagascar, je vais y trouver le célèbre bois exotique, le bois de rose. Et en Afrique, ce sera le cacao, très prisé à la cour de Louis XIV. Le café sera ensuite une denrée très importante que nous transporterons aussi. Si je vais aux Antilles, je vais rapporter le sucre de canne. Alors le sucre, évidemment, il ne se présente pas dans des sacs en poudre, il se présente sous forme de cônes d'environ 1 kg, 1,5 kg, que l'on va devoir gratter avec une sorte de râpe pour en obtenir de la poudre. Le rhum, bien entendu, des Antilles, le tabac. Quant à la Louisiane, je vais acheter le coton. Et au Québec, je vais acheter les produits de la pêche, bien entendu, et les fourrures. Le Pérou sera réservé pour l'or et pour l'argent. La vie sur les bateaux, en temps de paix,
Écoutez, c'est très simple. En tant qu'armateur, je vais choisir mon équipage. Des hommes robustes. Souvent, je les choisis en bord de mer. Ce sont des gens qui sont habitués à la navigation côtière, ils sont pêcheurs. Je vais les choisir en Vendée, je vais les choisir en Bretagne, en Normandie et dans le nord de la France. Ce sont des gens qui sont souvent pauvres, qui n'arrivent pas à vivre de leur lopin de terre et qui n'arrivent pas à vivre non plus de la pêche. Moi, j'offre l'aventure, le grand large, une solde fixe, une tenue et un manteau, des bas de laine, des sabots. En contrepartie, la vie à bord est très rude. Il faut craindre les fièvres, la mauvaise hygiène, le scorbut, les abcès, les accidents de la vie. J'ai bien un barbier à bord, que l'on appelle aussi un chirurgien. Alors lui, il va faire au mieux ouvrir les abcès. Si cela tourne mal, il ampute. La seule solution, si vous êtes robuste, vous vivrez. Sinon, eh bien malheureusement, vous servirez de repas aux poissons. La loi autorise d'embarquer des enfants dès l'âge de 9 ans. Vous serez mousse, corvéable 15 heures par jour, sous les ordres d'un maître et d'un officier. S'il vous a la bonne, il vous enseignera l'écriture, le calcul, la lecture et les bases de la navigation. Les voyages peuvent être longs, de 2 à 4 ans, je vous l'ai dit un petit peu plus haut. Les repas, c'est ce qui va un petit peu être agréable à bord. Alors, est-ce que la nourriture est agréable? Ça, c'est autre chose. La nourriture, elle peut varier. La ration est constituée de biscuits de mer et de vin le matin. Le midi et le soir, c'est souvent une soupe constituée de lard salé, ou de morue séchée, ou de bœuf fumé. Au bouillon de cuisson, on ajoute des fèves, des pois, des lentilles, et pour éviter le scorbut, on donnait des choux, des oignons et des citrons. Ça, évidemment, nous sommes en temps de paix et nous naviguons à peu près correctement et nous n'avons pas trop de soucis de navigation. Maintenant, imaginez que nous sommes en temps de guerre. Moi, armateur, je n'ai plus le droit de faire du commerce avec le pays avec lequel nous sommes en guerre. Donc il va bien falloir trouver une solution. Moi, j'ai des équipages, des bateaux, il faut leur verser un salaire, je dois travailler. Alors, il a été mis au point la fameuse lettre de marque ou lettre de course. Qu'est-ce qu'une lettre de marque et une lettre de course? Eh bien, c'est une lettre signée du roi autorisant un capitaine ou son équipage d'attaquer, de rechercher les navires d'une nation avec qui nous sommes en guerre et de se saisir de leur cargaison. Et ceci sur toutes les mers du monde. Ainsi, j'obtiens le statut de corsaire. Je travaille pour le roi. Je m'engage avec le commissaire du bord à déclarer toutes les prises et m'engage à traiter l'équipage et les passagers comme des prisonniers de guerre et non comme des pirates. Les pirates, eux, souvent et toujours, n'ont pas de lettre de marque et n'ont pas de lettre de course. Ils ne travaillent pas pour le roi, ils travaillent pour eux. Ils n'ont pas de loi, ils agissent sur la mer à leur guise, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Donc les pirates, eux, quand on les prend, eh bien ils sont pendus ou jetés à la mer et on ne les passe pas par un tribunal. La lettre de marque ou de course m'autorise à passer du statut de marchand à celui de corsaire. Je mets mon navire à la disposition du roi. La lettre de course est une assurance vie pour mon équipage. Je bats pavillon français et peux attaquer les navires marchands étrangers avec qui nous sommes en guerre, puisque je ne peux plus me rendre dans leur pays pour y faire du commerce. Il faut bien que je vive. La stratégie, elle est simple.
le roi m'aide financièrement à poser des canons sur le navire marchand que je dispose. Pour cela, je vais dans les arsenaux de Toulon, de Brest ou de Cherbourg et je me fais livrer des canons avec la poudre et les boulets. Ça, c'est un prêt que me fait l'arsenal. Je forme à mes frais un équipage et je pars en course contre l'ennemi. Les corsaires utilisent des navires rapides, manœuvrants et discrets, tels que les briques ou les goélettes. Ce sont des navires à 2 mâts avec 20 canons au grand maximum. Leur longueur varie de 25 à 50 mètres. Les plus grosses avaient une capacité de 480 tonneaux. Un tonneau, à titre d'exemple, représente 1,40 mètres cubes au XVIIe siècle. Les bateaux génèrent une grande puissance par vent arrière. 12 nœuds de vitesse à la condition que la coque soit propre. Si la coque est recouverte de coquillages et recouverte d'algues, il est certain que la vitesse va être plus faible. Sur ces bateaux, les voiles sont assez petites, donc il faut moins d'hommes pour les manœuvrer. Ce système est très avantageux pour l'État. En effet, le roi touche une part dans la revente de la marchandise, saisie et comptabilisée par le commissaire de bord. Le bateau saisi sera revendu, ou alors saisi par le corsaire, s'il est en bon état, et si lui, le corsaire, dispose d'un navire plus petit et en plus mauvais état. L'équipage marin, officier, fera l'objet de demandes de rançon ou d'échange. Si votre ennemi a une lettre de course, vous devez respecter l'avis de ces marins et même les soigner en priorité. C'est-à-dire que le médecin du bord va devoir d'abord s'occuper des blessés qui ont pu être occasionnés au moment de l'abordage. Donc le médecin s'occupe d'abord des blessés étrangers. On va faire un état de la cargaison et réaliser des scellés apposés par les écrivains de bord. À notre retour en terre, c'est-à-dire que dès qu'on va rentrer dans un port, le corsaire dépose à l'amirauté son rapport de mer. L'administration déclenche une procédure de saisie et contrôle tout le butin. Cela peut prendre plusieurs jours. Ensuite, le butin est vendu aux enchères. Le corsaire reçoit un pourcentage et l'équipage peut être enfin payé. Il faut savoir que ce genre de procédure peut prendre entre 6 mois et 2 ans. Comment se répartissent les saisies? Les prises alimentaires sur le bateau saisi, elles sont données à l'équipage vainqueur. C'est-à-dire qu'à bord, s'il y a de la nourriture, s'il y a de la farine, s'il y a des choses comestibles, eh bien, ce sont les marins qui ont gagné cette bataille qui vont garder les denrées alimentaires. Le 10e du produit de la vente, c'est-à-dire qu'on va vendre le bateau, on va vendre éventuellement ce qu'il contient, s'il y a du blé, s'il y a du riz, s'il y a des marchandises nobles, eh bien tout cela va être vendu. Et l'État va prendre environ 1/10 du produit de la vente. Ce 1/10 passera, après quelques décennies, à 1/20. Les 2/3 restants vont à l'armateur. Et le tiers final va au capitaine qui répartit avec son équipage en fonction de la hiérarchie. Alors évidemment, si je suis armateur et capitaine, vous comprenez que c'est très intéressant puisque là, je vais toucher pratiquement 2 bons tiers de la vente
du bateau et de sa prise, de la marchandise. Les marins disposaient d'une solde qui était définie au départ en partant des ports de Saint-Malo, de Brest, de Toulon. Ils touchaient la moitié avant de partir et ils touchaient l'autre moitié quand ils revenaient de leur campagne, à condition de revenir vivants. Alors vous comprenez que s'il y avait des veuves ou des enfants, la solde n'était en fait pas versée entièrement. Alors Louis XIV s'est tout de suite aperçu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On ne pouvait pas laisser ces marins faire une guerre de course pour le roi et ne pas leur venir en aide s'ils avaient des problèmes quand ils étaient âgés. Alors pour les troupes terrestres qui faisaient la guerre pour Louis XIV, il y avait une institution qui s'appelait les Invalides. C'est-à-dire que tous les soldats qui se retrouvaient avec une jambe en moins, un œil en moins ou un bras en moins, eh bien, ils étaient au moins aux Invalides à Paris, soignés, ils avaient une soupe et ils avaient le gîte. Et ça, tout au long de leur vie. Donc Louis XIV n'a pas oublié les troupes maritimes qui ont rendu d'énormes services à la France. Les gens de mer disposaient donc de 2 hôpitaux. Vous connaissez ces hôpitaux, l'un à Rochefort, l'autre à Toulon. Alors celui de Toulon n'était en fait pas à Toulon, à l'emplacement que vous pouvez connaître, il était plutôt situé du côté de Saint-Mandrier. Les matelots, les officiers, les marins corsaires avaient les mêmes faveurs que les troupes terrestres. Et on peut ajouter à cela, à cette époque, que les marins pêcheurs étaient aussi soignés par l'hôpital militaire de Toulon ou de Rochefort. C'est à cette même époque que les marins reçoivent des pensions et des demi-soldes. La caisse de retraite était alimentée par le Trésor royal et un impôt de 10% sur les prises de guerre. Ainsi, nous venons de voir la vie que pouvaient avoir les armateurs, les équipages, mais surtout les corsaires lorsqu'ils étaient avec leurs lettres de course sur les océans.